Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Politique, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Comme tous les mois, un député européen d'Île-de-France nous accompagne durant cette émission pour évoquer forcément l'actualité européenne. Ce soir, Patrick Le Yarrick, vice-président du groupe de la gauche unitaire européenne, membre en France du Parti communiste, également directeur du journal L'Humanité, notre invité. Ensemble, nous évoquerons notamment un rapport sur un socle européen des droits sociaux. Durant cette émission, nous allons également découvrir l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, Konrad Adenauer. On parlera également d'égalité hommes-femmes et vous découvrirez les pays où la parité est la plus respectée en Europe. Enfin, les Yvelinois auront la parole dans cette émission puisqu'un habitant de 50 ans en Yvelines posera une question directement à notre invité via une tablette numérique. Patrick Le Yarrick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du coup, je le disais, député européen depuis 2009, membre de la commission au Parlement Emploi et Affaires sociales, engagé au sein du Parti communiste français depuis les années 80, c'est ce qui est inscrit en tout cas sur votre site internet. Vous avez été notamment conseiller municipal de Lorient et de la Courneuve, directeur aussi du journal L'Humanité depuis l'an 2000. Dans quel costume d'ailleurs êtes-vous le plus à l'aise aujourd'hui, celui du politique ou celui du journaliste ? Oh, il n'y a pas de costume, je suis c'est tout. Il n'y a pas de préférence pour vous? Il n'y a pas peut-être on va dire une fonction dans laquelle vous vous amusez le plus qui vous correspond le plus? Si vous deviez faire un choix, imaginons. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, je milite au service des gens. J'essaye de faire pour le mieux. J'ai été en responsabilité à l'Humanité dans des conditions particulières, mais c'est l'information, le débat démocratique, c'est un travail extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de plaisir aussi à faire vivre, à développer l'Humanité et à tenter de mettre à la disposition de nos concitoyens un décryptage un petit peu différent de l'actualité, de ce qu'on connaît par ailleurs. D'ailleurs, très rapidement, est-ce que c'est difficile de combiner les deux fonctions? Est-ce que vous y arrivez tous les jours? Est-ce qu'on doit prendre un certain rythme, peut-être au début, en 2009-2010? Oh, il faut un petit rythme de travail, mais il faut travailler. Patrick Le Yarrick, j'imagine que vous êtes sensible et intéressé par l'histoire européenne. Dans cette émission, nous découvrons le parcours des pères fondateurs. Aujourd'hui, Philippe Le Guen, le directeur de l'association Jean Monnet, basé dans les Yvelines, nous présente Konrad Adenauer, qui fut notamment en septembre 1949 le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Konrad Adenauer, c'était un homme politique allemand qui, au début du XXe siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale, a été le plus jeune maire d'une ville importante d'Allemagne, Cologne. C'est un homme du Rhin, il se définissait lui-même comme un Rhénan. Donc l'esprit rhénan, c'est aussi l'esprit tourné vers les autres. C'est un chrétien qui avait des valeurs chrétiennes assez fortes. Et puis c'est aussi quelqu'un qui était très respecté en Allemagne, très pacifiste, qui avait été emprisonné par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a pris la tête du nouveau parti donc des chrétiens démocrates allemands et qui est devenu ensuite chancelier. Donc on parle même en Allemagne de l'ère du chancelier Adenauer, qui est dans une période très difficile après-guerre où l'Allemagne était occupée par les Alliés et où la guerre froide aussi évidemment se jouait sur le territoire allemand. Il a eu un rôle très important et puis il a soutenu et porté aussi le projet que lui présentaient les Français de communauté du charbon et de l'acier. L'idée de Jean Monnet, c'est de partir de la France et de l'Allemagne qui se sont fait la guerre pendant des siècles pour construire cette paix sur tout le continent européen. Donc il fallait évidemment que les Allemands, et en particulier le chef d'État, le chancelier, non seulement approuve, mais soit persuadé que ce projet était le bon. Et Adenauer a tout de suite compris l'opportunité extraordinaire qu'il était faite à l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, de ne pas faire comme après la Première, c'est-à-dire de ne pas humilier l'Allemagne vaincue
par des réparations excessives, par l'occupation de son territoire, par la confiscation de ses richesses, mais bien au contraire de mettre à égalité les richesses principales qui étaient le charbon et l'acier. Donc ça, Konrad Adenauer a vraiment réussi à convaincre l'opinion publique allemande qu'il fallait suivre ce projet, que c'était le bon projet pour l'Allemagne et pour créer la paix sur le continent européen. L'unité de l'Europe était un rêve pour quelques-uns. Elle devint l'espoir de beaucoup. Elle est aujourd'hui une nécessité pour nous tous. L'histoire s'écrit aussi en ce moment, Patrick Le Yarrick, au Parlement européen avec l'élection d'un nouveau président pour l'institution, un président qui succède au socialiste allemand Martin Schulz. Quel bilan vous tirez, vous, de ces 5 années de mandat pour Martin Schulz ? Il a tenté et réussi vraisemblablement à faire vivre le Parlement européen à côté d'autres institutions européennes. Mais une chose est que lui ait pu être plus présent, qui est vraisemblablement a pu faire valoir parfois des idées, des orientations du Parlement européen. Autre chose est le pouvoir réel du Parlement européen. Car là, il y a toujours une difficulté, c'est que le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'initiative législative. Le Parlement européen ne débat qu'à partir de directives, c'est-à-dire l'équivalent de lois qui lui sont proposées par la Commission. Est-ce que ça c'est la faute de Martin Schulz ? Il aurait pu jouer là-dessus ? Non, mais moi, je ne dis pas que c'est sa faute. Moi, je dis que la question fondamentale n'est pas les hommes. La question fondamentale, c'est que nous sommes un Parlement, nous sommes une institution démocratique élue directement par nos concitoyennes et concitoyens. Et si on veut un fonctionnement réellement démocratique, il faut d'abord plus les consulter et d'autre part que ceux qui les représentent directement aient pouvoir d'initiative législative. Les pouvoirs ont été renforcés tout de même avec le traité de Lisbonne en 2009. Vous dites que ça doit aller plus loin aujourd'hui ? Bien sûr, il y a un pouvoir de législation, mais ce n'est pas le Parlement européen qui met sur la table un projet de législation. Et ça, selon vous, dans le temps, c'est une idée qui peut éventuellement faire son chemin. Le Parlement européen est amené, selon vous, dans les années à venir, à prendre encore plus de poids dans les institutions européennes. Est-ce que vous sentez un tel mouvement auprès de vos collègues, des dirigeants, des décideurs politiques ? C'est les citoyens qui vont décider. Ce n'est pas les gens qui sont ici qui vont décider. Ce sont les citoyens qui vont et qui doivent décider. Parce que si la construction européenne n'est pas plus démocratique et si son but n'est pas plus de démocratie et de possibilités pour les citoyens européens de co-construire un projet européen nouveau, celui qui est à l'œuvre aujourd'hui va se briser. Alors avec l'élection d'un nouveau président au Parlement européen, une autre question se pose, c'est celle de la grande coalition. Martin Schulz en était un grand défendeur. Alors la grande coalition, pour expliquer ce que c'est un peu comme au Parlement allemand, c'est les deux grands partis, PPE la droite et les socialistes la gauche, qui s'entendent sur les grands sujets, qui se mettent d'accord pour pas qu'il y ait de blocage. On se pose la question, est-ce qu'il faut continuer avec ce système-là au Parlement européen ? Quel est votre point de vue à vous ? Mon point de vue, c'est qu'il faut briser ça d'urgence. C'est que l'idée de grande coalition, c'est-à-dire que des gens se succèdent dans les responsabilités, alternativement la droite que nous connaissons aujourd'hui et le Parti social-démocrate européen, le groupe de la gauche des sociaux-démocrates, ça c'est une idée mortifère, parce que c'est ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire des compromis en permanence, mais ce ne sont pas des compromis favorables au peuple. En général, ce sont des compromis défavorables au peuple. C'est cette grande coalition qui impose l'austérité. C'est cette grande coalition qui fait ce traité européen, qui accepte le traité budgétaire européen qui nous a mis dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faut sortir de là et mieux vaudrait imaginer un bloc progressiste et écologiste nouveau qui permet de mettre en œuvre, en tout cas, de faire contre-pouvoir par rapport à la Commission et au Conseil pour des orientations progressistes et écologiques. Le bloc dont vous parlez comprendrait quel parti au sein du Parlement européen ? Des partis qu'on ne connaît pas d'ailleurs très bien. Évidemment, le groupe, il y a les socialistes. Évidemment, le groupe socialiste, le groupe de la gauche unitaire européenne. Votre groupe ? Oui, le groupe des écologistes. Et puis, il y a sur certains sujets, peut-être pas sur tous, mais une partie des groupes qu'on appelle les libéraux, qui
sur un certain les nombre. centristes, en résumé, on peut vulgariser comme ça. Il y en a une partie qui, sur des sujets, peut-être pas sur tous les sujets économiques, mais sur des sujets de société notamment, permettrait de faire avancer un certain nombre d'orientations. L'autre actualité en ce moment, c'est forcément le Brexit. La première ministre britannique Theresa May a dit qu'elle souhaitait un Brexit, en gros, là aussi on vulgarise, clair et net. Vous êtes partisan de quelle position, vous, vis-à-vis de la Grande-Bretagne? Est-ce que vous êtes pour ce qu'on appelle un hard Brexit ou plutôt un soft Brexit, que les choses se passent en douceur? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis pour respecter le vote des Britanniques. Je le regrette. Je regrette surtout les bases sur lesquelles il s'est fait, parce qu'il y a à la fois un rejet de la construction européenne telle qu'elle se fait, mais il y a aussi un certain nombre de relents, de rejet de l'autre, précisément. Eux sortent de l'Union européenne pour encore plus de libéralisme. C'est ce qu'ils disent, c'est pas pour... Exactement. Exactement, et donc je ne pense pas que pour le peuple britannique, pour les travailleurs britanniques, ce soit une bonne décision, mais maintenant je suis pour le respecter, mais le monde de la finance, le monde des affaires en Grande-Bretagne ne peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre lui-même, parce qu'il faut qu'ils choisissent. On ne peut pas faire en Grande-Bretagne un paradis fiscal en concurrence avec les autres pays européens. On ne peut pas continuer à faire cette grande city au détriment des droits des travailleurs dans l'ensemble de l'Europe, pas de l'Union européenne, mais de l'Europe, y compris donc la Grande-Bretagne. Est-ce qu'au sein des institutions européennes, et notamment du Parlement européen, il y a un sentiment de vengeance parfois qui se diffuse par rapport aux autorités britanniques, avec cette volonté de vouloir un hard Brexit, ou alors finalement c'est pas tant répandu que ça? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a plutôt une incompréhension. Malheureusement, il y a beaucoup d'incompréhension sur ce qui s'est passé. Il n'y a pas la volonté aujourd'hui de lancer un projet de refondation à partir des besoins des populations, et c'est un peu ça le drame que nous sommes en train de vivre. Est-ce que, comme Donald Trump, le nouveau président américain, vous pensez que d'autres pays pourraient sortir de l'Union européenne? Je ne sais pas, et je ne crois pas, parce que évidemment, peut-être qu'aujourd'hui on commence en Grande-Bretagne à mieux mesurer la bêtise qui a été faite, parce que si on ne reste pas ensemble pour tenter de transformer la construction européenne aujourd'hui, si on se divise, évidemment on se trouvera affaibli vis-à-vis des États-Unis. Les milieux d'affaires nord-américains représentés par M. Trump attendent que ça. Attendent que l'Union européenne se casse, évidemment. Ce serait un bloc de moins, alors qu'il est en train de créer des alliances ailleurs, tout en attaquant la Chine, par exemple. Évoquons à présent un rapport de votre commission. Votre commission, c'est celle de l'emploi et des affaires sociales, un rapport du socialiste député européen portugais Maria Rodrigues. Celui-ci se penche sur la mise en place d'un socle européen des droits sociaux. C'est un très long rapport, assez complexe mais bien défini, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site internet du Parlement européen. Patrick Le Yarrick, expliquez-nous, quand on évoque un socle européen des droits sociaux, on parle de quoi précisément? De quel droit parle-t-on? Il y a beaucoup de droits, j'imagine, oui. De droits, des droits d'égalité hommes-femmes. Il y a des droits en ce qui concerne. Ça peut être par exemple les heures de travail, rémunération. Les heures de travail, les rémunérations, les conditions de travail, la sécurité sociale, le temps de travail, bien que là dans le rapport il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais il y a un certain nombre de choses dans le rapport qui sont positifs. Il y a eu 1100, un peu plus de 1100 amendements. Il y aura des compromis auxquels nous participons nous-mêmes. Il y a la demande de reconnaître la Charte des droits fondamentaux. Mais évidemment, un rapport ne suffit pas. Il faut des actes concrets. C'est-à-dire il faut partout maintenant augmenter les rémunérations du travail et aller vers un minimum dans chaque pays européen, pas avoir la concurrence que nous avons aujourd'hui. Justement, l'idée c'est d'avoir un minimum sur l'ensemble des pays de l'Union européenne pour effacer les concurrences parfois déloyales selon les différents pays?
Oui, il y a des distorsions. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y a des salaires à 150 € en Roumanie quand notre SMIC à nous est plus élevé et celui du Luxembourg encore plus élevé. C'est-à-dire qu'il y aurait un compromis entre les deux, c'est-à-dire que potentiellement pour les Français ça pourrait être vers le bas. Non, ça ne peut pas être ça. C'est qu'il faut trouver un système qui monte tout le monde avec une progression évidemment plus rapide pour ceux qui sont le plus bas. C'est-à-dire la question c'est qu'il faut sortir de la concurrence entre salariés, de la mise en concurrence des salariés entre eux. C'est ça qui sert essentiellement à délocaliser les entreprises et qui sert les profits. Mais ça va contre les salaires parce que aujourd'hui le fait qu'on ne fasse pas ça, la pression, elle va vers le bas. Elle est sur les plus hauts vers le bas. Et c'est un argument pour les gouvernements et puis le patronat en France pour ne pas augmenter les rémunérations, par exemple ici. On a du mal à imaginer quand même que ça puisse se faire à court terme, un tel projet. Est-ce que là, on est à des décennies des décennies. Parce que comment un salaire de 150 € en Roumanie pourrait rattraper aussi rapidement un salaire comme celui du SMIC français, qui est au-dessus du millier d'euros C'est-à-dire il faut plusieurs dispositions. C'est que d'abord, à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire une entreprise européenne devrait payer de la même manière son salarié français, le salarié portugais, espagnol, roumain ou hongrois. Donc là, c'est la problématique des travailleurs détachés aussi qui rentre en compte. Oui, ça c'est un autre sujet si on veut. Mais ça, toutes les entreprises doivent payer les salariés, où qu'ils soient, de la même manière. Sinon, on aura toujours ce principe de concurrence. Et évidemment, pour cela, il faut des fonds structurels européens pour aider là où c'est nécessaire. Il faut l'utilisation autre du crédit européen. Par exemple, la Banque Centrale Européenne, elle fabrique des millions d'euros chaque mois. Elle va avoir l'an passé... Des millions, même voire des milliards. 1200 milliards d'euros en création monétaire qui n'ont servi qu'aux banques. Eh bien, mieux vaut aider les entreprises qui s'engagent à augmenter progressivement les rémunérations des salariés, en mettent en formation lorsque c'est nécessaire, maintiennent l'emploi, que de donner de l'argent aux banques pour la spéculation financière. Et il y a ces fonds européens et il y a les profits des entreprises eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles si on en avait la volonté. Mais il faut légiférer. Une telle initiative de tel droit, un tel socle européen, est-ce que ça profiterait aussi, excusez-moi de revenir dessus, mais principalement aux pays les plus pauvres, c'est-à-dire aux pays de l'Est, et peut-être moins aux Allemands, aux Français, aux Italiens, les plus riches de l'Union européenne? Ce qui ne veut pas dire que le rapport n'a pas d'intérêt, évidemment. Les plus riches de l'Union européenne, ça peut se lire de deux manières. Ça peut se lire de la manière classique, mais ça peut se lire aussi du point de vue de la vie des gens. Quand vous avez 16 millions de personnes en France qui terminent le mois à 5 € près, quand vous avez 9 millions de pauvres, la question de la richesse est relative. La richesse, malheureusement, elle s'agglutine à un pôle de la société, alors que ceux qui travaillent ou ceux qui sont privés de travail, eux, ils sont de plus en plus en difficulté. Donc, c'est l'ensemble qu'il faut faire monter en combattant le travail précaire, en combattant les jobs à 0 €. D'ailleurs, le rapport se prononce contre les jobs à 0 € qu'on a inventés au Royaume-Uni et en Italie récemment. De ce point de vue, il y a des choses positives, mais il faudra des actes. Intervenir dans le domaine social et moins peut-être dans le domaine économique, est-ce que c'est un débouché finalement qui va permettre à l'Union européenne de se rattacher un peu à ses citoyens, de recréer un lien affectif entre... oui. Est-ce que c'est aussi ça l'objet d'un tel rapport? C'est de dire, voilà, l'Europe intervient aussi sur d'autres domaines que ceux qui peuvent vous éloigner d'elle. On nous dit toujours qu'il y a une union économique et monétaire, mais il faudrait une union sociale. La question qui est posée aujourd'hui, c'est une union sociale et une union écologique, une union environnementale, qui soit du côté de la transition environnementale. Parce que de ce côté-là, il y a des millions et des millions d'emplois et des millions de gens, de jeunes, à mettre en formation pour l'économie de demain. Et donc, si on ne prend pas ça à bras-le-corps, il n'y a pas d'avenir. Et vous avez raison, il n'y a pas d'union qui puisse tenir tant qu'on ne parlera
que d'argent, que de banque centrale, de taux de parité et pas des droits sociaux des individus et des droits humains. Forcément, notre discussion dans ce moment se réfère un peu à un débat qui évolue beaucoup en France et notamment dans la primaire de la gauche, c'est celle d'un revenu universel pour aller jusqu'à 800 € par mois sans condition, qui serait versé à tout le monde. Certains candidats la défendent, c'est notamment Benoît Hamon, député des Yvelines. Vous en pensez quoi, vous, de cette idée du revenu universel? Est-ce que ça va dans le sens de ce rapport? Est-ce que c'est une bonne initiative, un revenu universel? C'est l'apparence d'une bonne idée. Mais moi, d'abord, je crois au travail et je crois à la rémunération juste du travail. Quand, la semaine dernière, on a appris que les entreprises cotées en bourse, les 40 entreprises cotées en bourse, qu'on appelle les entreprises du CAC 40, vont verser 56 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, eh bien, on voit bien qu'il y a de l'argent pour augmenter la rémunération du travail. Et donc, non seulement il ne faut pas supprimer les allocations qui existent aujourd'hui, il faudrait les augmenter, mais le revenu universel tel qu'il est pensé ici exonère totalement ceux qui font des profits sur le travail des salariés de leur responsabilité en matière de salaire. Concrètement, une seule question encore sur la présidentielle française. Vous trouvez qu'on parle assez d'Europe ou est-ce qu'on en parle bien de l'Europe dans ce début de campagne? Oh, mais c'est pas la question qu'on parle assez ou pas assez, c'est qu'en gros... On en parle peut-être mal. Nous avons une campagne où... on va avoir le choix entre le moins pire et le pire, donc on ne peut pas avoir une campagne comme ça. Quand on est dans la situation mondiale que nous connaissons aujourd'hui, la situation de la France, une situation de crise et même la situation européenne, un candidat à l'élection présidentielle, il doit proposer un dessin, un projet nouveau et il doit avoir un débat sur ce projet nouveau. Et ce projet nouveau doit porter sur le développement humain et doit porter sur le progrès écologique. D'ailleurs, sur cette campagne, vous êtes un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Oui, je soutiens Jean-Luc Mélenchon, oui. Malgré les problèmes qu'il peut y avoir pour les élections législatives avec le Parti communiste? Il y a des problèmes avec lui, c'est bien dommage. Moi, je crois qu'il faut revenir à la raison et il faut créer les conditions de l'unité la plus large, de telle sorte que lui-même, Jean-Luc Mélenchon, il puisse bousculer sérieusement la donne en ayant le score le plus élevé possible. Et d'autre part, il faut une autre majorité au Parlement. Et pour avoir une autre majorité au Parlement, il ne faut pas se diviser comme aujourd'hui. On en vient maintenant à notre rubrique et chez nos voisins, ça se passe comment? Aujourd'hui, zoom sur la place des femmes dirigeantes dans l'Union européenne. Les précisions avec Olivier Janouex, responsable du Centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Les femmes sont moins présentes dans les gouvernements. Alors, ça dépend après des pays, mais généralement on tourne dans des pourcentages entre 30 et 40% de présence de femmes dans les différents gouvernements. Sachant qu'après, il y a des pays où les femmes ne sont absolument pas présentes dans les gouvernements, c'est notamment le cas du gouvernement hongrois. L'Union européenne influence nationalement et localement la présence des femmes en politique, alors tout simplement via un fort volet législatif concernant notamment ce qu'on appelle la non-discrimination, donc le fait de ne pas discriminer des femmes par rapport aux hommes, notamment sur la question des salaires, du traitement des femmes, du traitement des femmes. Après, l'Union européenne a aussi incité certains États, notamment mettre en place des politiques de sensibilisation concernant l'égalité des femmes, notamment en matière de politique, et c'est notamment le cas de la Grèce. L'Union européenne montre l'exemple en matière de responsabilité concernant les femmes en politique. Si on prend le cas de la Commission européenne, on a plusieurs portefeuilles très importants, voire on peut dire régaliens, qui sont attribués à des femmes. On a notamment par exemple les affaires étrangères qui sont attribuées à l'italienne Federica Mogherini. Autre portefeuille non régalien mais qui là ont une importance très particulière au niveau européen, la concurrence, qui est attribuée donc à Margrethe Vestager, et aussi notamment tout ce qui est par exemple le portefeuille du commerce, donc notamment la négociation des traités internationaux qui là sont dédiés à Cecilia Malmström.
Cette émission se veut aussi interactive. L'Europe fait souvent l'objet de reproches trop complexes, pas assez transparentes, voire inutiles. Eh bien, nous donnons la parole à des acteurs de la vie locale et aux habitants aussi des Yvelines. C'est à ce moment-là qu'on se sert de la tablette. Écoutez la question posée par un habitant de Saint-Quentin en Yvelines. Allez-y, cliquez sur la tablette. Patrick Le Yarrick. Bonjour, je m'appelle Lucien Monsoreau. J'habite Voisin-le-Bretonneux. Et la question que je voudrais poser aux députés, c'est est-ce que la Commission européenne ne peut pas laisser plus de liberté aux États membres? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités, qui pourraient être décentralisés en fait. Alors la question se porte sur la Commission européenne, mais ça peut être la vérité pour l'ensemble des institutions européennes. Est-ce qu'il faut plus de liberté pour les États et moins d'intervention des institutions? Vous en pensez quoi très rapidement? D'abord, les décisions principales sont prises au Conseil européen. Et c'est une table, le Conseil européen, où il y a tous les chefs d'État et de gouvernement. Donc la question est totalement légitime, mais la Commission ne fait qu'obéir au Conseil en vérité, c'est-à-dire aux chefs d'État et de gouvernement. Donc la question fondamentale, elle est de savoir quelle politique on met en œuvre, si c'est une politique pour les gens ou si c'est une politique pour les forces de l'argent. Merci Patrick Le Yarrick d'avoir participé à ce 7-8 politique version Europe. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe de la gauche unitaire européenne ici au Parlement européen, membre aussi du Parti communiste français et directeur de l'Humanité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur tvfil78.com ou sur l'application TVFil78. Prochain numéro du 7-8 politique dans 2 semaines.